Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière conférence de la journée. Nous allons parler cette fois des métiers d'avenir qu'on dit verts et plus responsables, d'autant plus que l'importance grandissante de la dimension écologique et sociale dans les entreprises fait apparaître aujourd'hui de nouvelles opportunités de carrière, une réelle chance à saisir pour la jeunesse qui de surcroît est de plus en plus sensible aux problématiques environnementales et sociales. Pour cette table ronde, je serai donc entouré de Caroline Renoux, qui est fondatrice et présidente de Burdeo, un cabinet de recrutement spécialisé en développement durable et RSE, et Manon Miekaz, chef de projet RSE chez Showroom Privé. Donc, bonjour à vous deux. Caroline, comme pour chaque table ronde métier, je vais commencer par une question très simple. Pourquoi vous recommanderiez aujourd'hui à un jeune de se tourner vers des métiers liés au développement durable, au RSE et justement à toutes ces professions qu'on dit un petit peu plus impact et environnemental? Alors la première raison, c'est que ce sont des métiers passionnants, que ce sont des métiers pour lesquels voilà, on a vraiment du sens, on a un impact réel, et puis des choses à transformer, il y en a plein. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que je suis à peu près convaincue que énormément de métiers de cadre, en tout cas, si on n'a pas intégré cette composante sociale et environnementale, on ne pourra pas pratiquer ce métier. Par exemple, la table ronde d'avant, il y avait une experte comptable, je crois. Exactement. Typiquement, les experts comptables aujourd'hui, ils sont en train d'intégrer cette composante dans leur métier et ils ne pourront pas continuer à faire leur métier si ça n'est pas là. Et Manon, on ferait la même question. Pourquoi vous conseilleriez à un jeune aujourd'hui de se tourner vers ces métiers du RSE, plus vert, plus responsable ? Du coup, je rejoins ce qui a été dit précédemment. Je pense que c'est des métiers qui sont de plus en plus demandés et c'est des métiers aussi qui sont en pleine transition. Donc, je pense que c'est extrêmement intéressant, notamment si on a envie d'être vecteur de changement. Je pense que c'est vraiment une voie dans laquelle c'est extrêmement recommandé d'aller parce qu'on peut être vraiment à l'initiative de beaucoup de projets, de beaucoup de choses aussi qui sont dans l'air du temps et qui sont amenées à se pérenniser à l'avenir. Et justement, vous trouvez et vous pensez que les entreprises justement ont saisi cette utilité et cette pas obligation, mais cette nécessité d'aller justement vers une démarche plus sociale, plus environnementale? Je pense, oui. Je pense parce que je trouve en tout cas qu'il y a de plus en plus d'offres. Après, j'ai pas tous les chiffres en tête. Je pense que Caroline sera plus à même de donner des chiffres là-dessus. Mais en tout cas, pour un peu plus de contexte, moi j'ai rejoint Showroom Privé il y a 1 an pratiquement. Et au moment où j'ai commencé mes recherches de CDI, il y avait vraiment beaucoup d'offres et je me rends compte qu'il y en a quand même de plus en plus. Donc je pense que c'est vraiment un intérêt que les entreprises ont perçu. Et justement, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Comment ça se traduit justement à un chef de projet RSE? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on change justement la donne avec ce genre de métier? Alors du coup, c'est très large. Pour le coup, chez Showroom Privé, on est une petite équipe, donc ça nous permet, moi en tant que chef de projet RSE, je suis amenée à travailler sur énormément de sujets. Donc je suis principalement sur la partie environnement. Donc pour faire très simple, grosso modo, moi, mon travail au quotidien, ça va être de rencontrer les différentes directions de Showroom Privé et en fait de les challenger dans leur fonctionnement. Donc ça peut être aussi bien la direction logistique, la direction achat, etc., de les questionner en fait sur la manière dont ils font les choses actuellement et de leur montrer en fait qu'il y a d'autres voies qui sont possibles, des voies qui sont plus pérennes justement et qui nous permettraient de mieux faire notre métier, de répondre du coup aux attentes des consommateurs, mais également à répondre aussi à des attentes internes, parce qu'on a de plus en plus de collaborateurs aussi qui sont sensibles à ces enjeux-là. Et Caroline, vous percevez aussi cette demande ou cette nécessité, enfin j'ai parlé de nécessité, mais de cette demande aussi des entreprises à aller plus dans ce sens-là? Alors moi j'ai démarré mon cabinet il y a 13 ans. Donc il y a 13 ans, les professionnels de la RSE et de l'impact qui se positionnaient sur ces métiers, c'était des gens pionniers, très engagés et qui étaient prêts à faire des grosses concessions en termes d'évolution de carrière et en termes de salaire. J'ai vu
une première évolution en 2016. Donc 2016, c'était après la COP 21, les accords de Paris, donc une réglementation assez forte qui concernait les entreprises d'une certaine taille et les fonds d'investissement sur des questions de climat et de carbone. Quand je suis pas claire, vous levez le doigt et vous me dites si je jargonne trop surtout. Mais là, on a commencé à avoir des formations beaucoup se développer sur ces sujets et de plus en plus, on cherchait des gens déjà en plus grand nombre et puis qui avaient les bonnes formations. 2019, donc avant le Covid, là, ça a été une explosion des offres d'emploi. Alors, on partait de très bas, donc toutes choses égales par ailleurs, hein, mais quand même, 2019, il y a eu plein de choses. Il y a eu le manifeste des étudiants pour un réveil écologique. Il y a eu la loi Pacte, donc qui est une loi qui propose aux entreprises d'avoir un statut spécifique de société à mission, c'est-à-dire non seulement de s'engager à faire du profit, mais surtout de servir un but social ou environnemental. Il y a eu les feux en Australie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on les voyait de l'espace, donc ça a beaucoup marqué les gens. Il y a eu l'application Yuka, où voilà, on peut scanner les produits pour voir s'ils sont responsables ou pas. Il y a eu la marque C'est qui le patron. En fait, il y a eu tout un faisceau d'événements qui fait que les entreprises se sont dit oulala, il faut quand même qu'on fasse des choses parce que tout le monde nous le demande. Alors, les collaborateurs, les candidats, les clients, et puis aussi, et ça c'est un point très important, les banquiers et les investisseurs. Parce qu'en fait, les assureurs, par exemple, qui investissent dans beaucoup d'entreprises, eux, le changement climatique, ça leur coûte très cher. Donc, ils ont tout intérêt à ce qu'on ralentisse ce changement climatique. Donc, ils poussent les entreprises dans lesquelles ils investissent à faire des choses. Et depuis 2021, là, c'est vraiment pénurie de compétences absolue. Et puis après, il y a une réglementation européenne aussi qui est très forte, qui est très contraignante, qui va l'être de plus en plus. Et puis je pense que là aussi, en France, on a vraiment un atout, c'est que on a parfois tendance à penser qu'en France, on est très en retard sur ces questions-là. Ce n'est absolument pas vrai. On est plutôt en avance, et c'est en France qu'il y a les meilleures formations et les meilleurs talents sur ces sujets. Et justement, la transition est bien trouvée, mais en plus, vous connaissez du coup le milieu du RSE, tout ça depuis pas mal d'années. Comment justement on fait carrière dans les métiers responsables, verts et donc du développement durable? Est-ce qu'il y a un chemin tout tracé ou est-ce que justement il y a plusieurs voies? Est-ce qu'il y a une voie royale? Comment ça se concrétise? Bon, Caroline, je commence par vous et après... Alors, est-ce qu'il y a une voie royale pour s'engager dans la RSE? Pendant très longtemps, non, il n'y avait pas de voie royale, puisque, comme je vous disais, c'était des gens très investis. Donc, ils pouvaient venir de n'importe où, de la communication, de la production, du secteur agroalimentaire, du secteur du luxe. Mais aujourd'hui, je dirais, il y a plusieurs portes d'entrée parce que on a à la fois besoin de gens très techniques, donc école d'ingénieurs, de gens communicants ou marketing, donc plus business school ou université d'économie. En revanche, il faut vraiment choisir un axe, un métier. Ne pas se positionner généraliste de la RSE quand on est étudiant. C'est-à-dire, par exemple, dire je vais faire de la communication plus de la RSE, ou je vais faire de l'industrie plus de la RSE. Et donc choisir une formation où cette double casquette, cette double compétence est possible. Et aujourd'hui, des écoles comme ça, il y en a plein, mais pas toutes. Donc il faut vraiment être vigilant. Et Manon, justement, comment vous êtes venu au RSE? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez trouvé dans vos études? Est-ce que c'était vous un questionnement plus personnel? Et comment justement tout ça a cheminé? Alors du coup, pour ma part, j'ai un parcours assez atypique, mais qui est assez en lien finalement avec les évolutions des mentalités qu'on a eues ces dernières années. En fait, initialement, donc moi, j'ai pas fait une, mais deux écoles de commerce différentes. Et du coup, la première école de commerce que j'ai fait, c'était vraiment une école de commerce post-bac que j'ai fait parce qu'en fait, sur le moment, je savais
pas vraiment quoi faire. Donc je voulais vraiment avoir un profil qui était pour le coup très généraliste pour voir le plus de choses possibles, pour faire le plus de stages possible. Et en fait, lors de mon dernier stage, donc mon stage de fin d'études, c'était en 2020. Et donc en 2020, j'étais dans un secteur donc, qui n'avait rien à voir. J'étais dans le domaine publicitaire, donc j'étais dans une grosse agence publicitaire qui est très connue, qui est parmi les leaders mondiaux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a eu cette crise Covid. Au moment de cette crise Covid, donc, tout le monde était confiné, tout le monde a eu du temps pour remettre en question ce qu'il faisait, son métier, son activité, etc. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, je ne me retrouvais pas dans ce que je faisais au quotidien. Je ne retrouvais pas, en fait... tout l'aspect en fait que j'avais connu quand j'ai grandi à la campagne pour contextualiser. Et en fait, il y avait vraiment une dichotomie entre ce que je faisais au jour le jour et en fait ce à quoi j'aspirais. Donc je me suis posé, je pense, les bonnes questions. J'ai décidé de me réorienter. Donc j'ai passé les concours pour les grandes écoles et en 2020, septembre 2020, j'ai intégré l'EM Lyon en programme grande école. Et du coup, j'ai choisi l'EM Lyon. J'avais été intégrée ailleurs, mais j'ai choisi l'EM parce que c'était une école qui commençait vraiment à entamer un processus de transition sur ces aspects-là. Et c'était également une école qui me permettait d'avoir un parcours plus flexible parce que je pouvais faire mon programme grande école en 2 ans au lieu de 3-4 ans comme c'est généralement le cas dans d'autres écoles. Donc pour moi, c'était extrêmement important d'avoir un parcours qui me permettait à la fois de choisir des cours parce que je savais ce que je voulais faire, je savais que je voulais me positionner sur un métier à impact, je savais que je voulais suivre des cours sur le changement climatique, sur des cours de transition énergétique, etc. C'était des choses qui étaient proposées à l'EM. Et du coup, j'ai été diplômée en 2022. Voilà. Et justement, maintenant je continue avec vous. On dit souvent, c'est ce que vous dites, ça me fait rebondir, on dit souvent que les jeunes sont en quête de sens dans leur emploi, et encore plus avec le Covid. Nous, au Figaro, on l'a beaucoup écrit. Est-ce que le RSE, justement, peut se traduire cette quête de sens dont les jeunes ont envie ? Oui, je pense. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Je pense que la RSE globale, c'est très très large. Hein. C'est-à-dire que vous avez l'aspect environnemental, vous avez le social et le sociétal. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y en a un peu pour tous les goûts. À partir du moment où vous avez envie en fait d'avoir un impact, pour le coup, vous pouvez sur ces 3 domaines possibles. À titre d'exemple, moi, je vois un impact en fait dans ce que je fais parce que mon rôle en fait au sein de Showroom, c'est vraiment de remettre en question la manière dont les choses sont faites, de montrer que en fait, si on veut suivre les objectifs nationaux, par exemple, ou à l'échelle européenne, il faut qu'on aille dans telle et telle direction. Donc, c'est vraiment mon rôle en fait d'impulser des projets qui vont justement changer la manière dont on produit et la manière dont l'entreprise fonctionne de manière durable. Et justement, Caroline, vous aussi, vous ressentez dans les recrutements que vous faites cette quête de sens qui est plus exacerbée qu'hier. Et justement, est-ce que le RSE y répond ? Alors, bon, déjà, les gens qui s'adressent à mon cabinet, en général, effectivement, c'est parce qu'ils ont cette quête de sens. Mais ce qui est clair, c'est que effectivement, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, il y a une accélération des gens qui s'adressent à nous pour savoir comment faire cette transition, comment choisir ses carrières. Je pense qu'il faut... La RSE, c'est la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises. Donc, c'est une entreprise. Pour moi, ça répond à ma quête de sens parce que l'idée, c'est une entreprise. Comment est-ce qu'elle va limiter ses impacts négatifs et maximiser ses impacts positifs ? Par exemple, Bonduelle, vous savez, les petits pois en conserve. Ils ont un impact négatif forcément puisqu'ils transportent des petits pois, donc il faut des camions, etc. Mais après, ils essayent d'organiser le transport de façon plus locale et plus décarbonée. Et puis en même temps, ils aident aussi des agriculteurs dans le monde entier pour faire une agriculture plus responsable. Après, ça reste une entreprise qui doit faire des profits.
Et moi, je milite vraiment pour une performance globale des entreprises, donc une performance financière, sociale et environnementale. Mais ce sont des entreprises, et je pense qu'il faut quand même se poser des questions parfois. Est-ce que j'ai envie de travailler dans une entreprise ou est-ce que le côté profitabilité me dérange ? Et est-ce que vous voyez justement des qualités chez les jeunes, tous les actifs qui veulent justement s'intégrer dans cette quête enfin, cette quête de sens et ces métiers du RSE? Alors en termes de soft skills, donc c'est-à-dire des compétences comportementales, ce qu'on constate pour réussir, et là je parle aussi sous le contrôle de Manon, ce qu'on constate pour réussir dans ces métiers, c'est que, alors déjà il faut avoir une très bonne culture générale de la RSE. On ne peut pas être expert en tout. On ne peut pas être expert en carbone, en biodiversité, en droits humains. En revanche, il faut quand même avoir une bonne culture générale et donc aimer se former et s'informer sur ces sujets et faire de la veille. Ensuite, il faut être capable de travailler en transverse, puisque, comme tu nous le dis, tu travailles avec tous les départements. Donc ça, c'est aussi des compétences spécifiques. Il faut savoir aussi bien communiquer, parce que c'est important de dire de façon juste ce qu'on fait et ce qui reste à faire. Et puis, il faut être tenace et courageux, parce que même si tout le monde est d'accord pour que arrêter le changement climatique, dans la réalité, quand vous proposez des choses, en général, on commence par vous dire non, et on ne vous déroule pas le tapis rouge. Donc, il faut quand même être courageux et tenace. Est-ce que j'ai oublié des choses ? Non, c'est très juste. Je pense que... Je pense très sincèrement que c'est l'une des compétences les plus importantes, c'est la résilience, vraiment. Je pense qu'il faut pas avoir peur, en fait, de recevoir un non, en fait, quand on propose un projet, quitte à y revenir, en fait, dans un mois. C'est pas grave. En fait, il faut vraiment pas lâcher. Et il faut vraiment être droit, en fait, avec ses convictions. Et en fait, c'est en étant droit, justement, qu'on arrive petit à petit à grappiller du terrain et à faire adhérer, en fait, à notre vision d'entreprise. Et Caroline, on sait que les entreprises cherchent à être de plus en plus vertes, plus en plus responsables. Est-ce que c'est un bon pari justement pour un jeune qui aujourd'hui se cherche sa voie, d'aller vers ces métiers? Est-ce que aller vers de la création d'entreprises, enfin de création d'emplois sur ce secteur-là, est-ce que justement c'est un bon pari sur l'avenir? Alors, moi, je suis convaincue que c'est un bon pari pour l'avenir parce qu'il y a tellement de métiers, si on n'a pas cette composante, on ne pourra pas continuer à les pratiquer. Pour moi, c'est un peu comme le digital il y a 20 ans. C'est-à-dire, il y a 20 ans, les gens qui se mettaient sur le digital avaient une avance considérable, beaucoup d'offres d'emploi. Et d'ailleurs, ça continue parce que ça se transforme toujours. Demain, mais même aujourd'hui, des gens qui font de la finance, s'ils n'ont pas un minimum de RSE, ils ne peuvent pas continuer à faire leur métier. Donc non seulement il y a des métiers techniques comme toi tu fais, et de plus en plus des métiers où il y a cette double casquette. Et Manon, justement, vous pensez que ce besoin et cette conscience va aller encore plus, enfin crescendo et aller plus forte dans les entreprises? Est-ce que vous, rien que déjà chez Showroom, vous le voyez un peu? Est-ce que c'est un département qui grandit depuis X années? Et est-ce que, je sais pas, est-ce que vous voyez aussi des personnes de votre école ou des choses comme ça qui s'intègrent aussi dans ces milieux-là du RSE? Oui, complètement. Pour ce qui est de l'aspect... école, moi autour de moi j'ai de plus en plus en fait de personnes qui commencent à vraiment se poser des questions justement sur sur l'impact de leur métier, sur ce qu'ils font au jour le jour, et en fait qui ont envie eux-mêmes de prendre les armes en fait pour faire changer les choses, que ça soit dans des entreprises, que ça soit dans des ONG autres. Donc c'est vraiment très très large en fait. On peut s'inscrire en fait dans plusieurs structures. Pour ce qui est après de l'interne chez Showroom, oui, je vois que bon après ça va faire 1 an que je suis là, donc c'est assez récent, mais en tout cas c'est vrai que c'est des enjeux qui sont de plus en plus pris, que ça soit du côté collaborateur, que ça soit du côté décisionnaire ou COMEX. Donc oui, c'est des sujets qui sont grandissants, et en allant au-delà, nous on s'adresse
Donc on travaille en B2C, donc on s'adresse à notre cible, c'est des consommateurs, c'est des particuliers. Et on se rend compte que c'est aussi des sujets qui sont grandissants. C'est des sujets où en fait on nous attend en tant qu'entreprise. Les consommateurs, donc on fait des enquêtes régulières, on se rend compte que nos membres ont vraiment envie d'avoir une entreprise qui soit extrêmement engagée et qu'en fait potentiellement ils vont venir acheter chez nous parce qu'on a une politique RSE qui est bien établie, qu'on fait des choses, qu'on fait des actions. C'est pour ça qu'on en fait de plus en plus. C'est vraiment quelque chose qui est à la fois de l'interne et de l'externe. Et justement, vous parliez de l'EM Lyon tout à l'heure. Et on disait qu'il n'y avait pas forcément un diplôme RSE particulier qui existait, mais donc plein de compétences qui vont s'acquérir dans les études. Comment ça s'est concrétisé, vous, pendant vos études? Est-ce que justement il y avait des matières en particulier qui étaient très axées RSE, des options, un cursus un peu plus précis sur justement ces métiers responsables et plus verts? Oui, alors l'EM, moi, ce qui m'a vraiment décidé sur cette école, c'est que donc on a 1 an vraiment de tronc commun, donc on fait tous les mêmes matières. Et sur la 2e année, on a la possibilité de se spécialiser. Et en fait, c'est vraiment, on choisit les cours, donc c'est à la carte. Donc moi, je me suis spécialisée vraiment c'était très très large, hein. C'est-à-dire que je vais suivre des cours à la fois sur donc les intitulés, c'était par exemple stratégie climatique au sein des organisations. Donc là, on a la chance en fait d'avoir des intervenants qui sont des professionnels qui sont pas profs en fait, qui sont des professionnels qui sont soit dans des cabinets de conseil, soit dans des entreprises, dans des départements RSE, qui vont en fait donner des pistes de comment en fait une organisation peut se transformer pour faire face au changement climatique. Donc ça, c'était super intéressant. Et en termes de de technicité, j'avais également des cours sur qu'est-ce que c'est la transition énergétique, en fait dans quoi la RSE, où est-ce que ça s'imbrique en fait d'un point de vue beaucoup plus macro. Donc oui, c'était très large. Et justement, Caroline, on a beaucoup critiqué par le passé, par le passé encore maintenant, les entreprises qui faisaient du greenwashing, c'est-à-dire qui mettaient en avant des valeurs responsables et vertes, justement, sans qu'il n'y ait pas grand-chose derrière. Est-ce que justement, on a parlé du fait que les entreprises étaient plus sensibles à ces questions-là, mais est-ce que c'est pas aussi la société qui veut ça, qui aujourd'hui met un peu la pression sur le fait qu'on veuille aujourd'hui des entreprises plus vertes, plus responsables, plus impact? On veut tout en fait, hein. On veut des entreprises responsables, mais des produits pas chers, pouvoir consommer quand même. Donc bon, on a et que ce soit les entreprises, le grand public, de toute façon c'est le grand public qui travaille dans les entreprises, mais c'est sûr qu'on a plein d'injonctions contradictoires, donc voilà, faut faire avec. Mais à propos du greenwashing, donc vraiment déclarer des choses écologiques que l'entreprise fait et qui ne sont pas vraies, ça a été, on en a beaucoup parlé par le passé, mais souvent, le greenwashing, c'est rarement parce que l'entreprise se dit « tiens, je vais mentir », c'est plutôt par incompétence. D'où la nécessité vraiment de continuer toujours à se former et s'informer sur ces sujets. Par exemple, un cas de greenwashing assez récent, c'est une compagnie aérienne qui disait qu'elle était à neutralité carbone. Donc en fait, elle ne dépensait pas de carbone. Donc elle s'est fait attaquer. Je pense qu'en toute sincérité, ils croyaient à ce qu'ils racontaient parce qu'ils doivent planter des arbres à côté et on leur a dit ça fait que vous êtes neutre. Voilà, c'est ça. Et c'est juste de l'incompétence. Et après, et c'est aussi pour ça qu'on parle de moins en moins de greenwashing, c'est que c'est réglementé aussi la communication sur ces sujets. Enfin, tu pourras peut-être en dire un ou deux mots après. Et je pense qu'encore plus, ça va se limiter puisque la réglementation devient encore plus contraignante. Bientôt, ça va être les administrateurs des entreprises, donc vraiment tout le haut, qui pourront être attaqués s'il y a du greenwashing. Donc là, croyez-moi, ils vont faire en sorte que tout le monde soit formé, hein. Et justement, Manon, est-ce que vous ressentez aussi cette attente plus forte du consommateur sur ce besoin d'impact, de besoin
d'être plus en accord avec des valeurs environnementales et responsables. Ouais, surtout une volonté de transparence en fait, vraiment d'expliquer comment les choses sont faites, comment on les fait et comment on peut mieux les faire en fait. Je pense que les consommateurs sont peut-être plus à même de comprendre certains choix si on leur donne de la visibilité sur comment on le fait et quelles difficultés aussi. Je pense qu'il faut être humble aussi quand on a cette démarche. Je pense qu'il faut dire, ok, on sait en fait qu'on n'est pas les meilleurs, mais on tend vraiment à s'améliorer. Et je pense que ça, c'est vraiment une démarche qui est extrêmement importante quand on veut faire de la RSE. C'est de dire, on va mettre tant d'années, tant de mois à y arriver. Pour telle et telle raison, mais on y va. Et je pense que c'est vraiment ça qui est extrêmement important quand on s'adresse à un consommateur, mais pas que, parce que je pense qu'il y a des réalités aussi qui ne sont pas forcément perçues du point de vue vraiment public et gouvernement. Pour le coup, on fait partie chez Showroom de plusieurs, au département RSE, de plusieurs groupes de travail en lien avec le gouvernement, justement pour remonter des difficultés qu'on aurait. Et c'est pas de la mauvaise foi, c'est vraiment de dire, en fait, on a mené des études, ça a coûté tant. En fait, voilà l'objectif qu'on peut se fixer. L'idée, c'est vraiment d'essayer de travailler ensemble pour limiter justement le greenwashing, mais aussi parler des difficultés qu'on rencontre. Et Caroline, on peut justement, Manon parlait des groupes de travail du gouvernement, on peut imaginer que justement avec tout ce qui est fait en termes de normes, en termes de volonté de l'exécutif, que justement ce marché de l'emploi du RSE est amené à grandir. Il ne fait que grandir là. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a des offres d'emploi. Voilà, moi je galère pour trouver des candidats. Enfin, c'est pas très original en ce moment de dire qu'on galère pour trouver des candidats, mais je vois bien sur la RSE, il y a de plus en plus de postes et des gens qui sont formés sur le sujet. Il y en a pas suffisamment. Et justement, ça se valorise bien un jeune qui a un diplôme aujourd'hui avec une appétence pour le RSE. Est-ce qu'il trouve facilement l'emploi? Vous venez un peu de le dire, et aussi de manière en termes de salaire et aussi de mobilité sur le marché de l'emploi. Alors, moi, je peux répondre sur les jeunes diplômés à partir de Bac plus 5, puisqu'on est positionné cadre. En moyenne, ils ont 3 offres d'emploi. Donc, ils ont le choix entre 3 offres d'emploi. Et les salaires, alors il y a quelques années, dans la RSE, les salaires étaient plus bas que le reste, très clairement. Là, ça ne cesse d'augmenter. Et quelqu'un qui change de poste en 2022, en moyenne, il gagnait 20% en plus de salaire. On arrive au terme de ces 30 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public, auquel cas je peux donner le micro. Et si ce n'est pas le cas, Manon et Caroline sont disponibles quelques minutes pour répondre à vos questions de manière un peu plus personnelle. Voilà. Merci à vous. Merci à tous et merci.